Moi, j'aime beaucoup Tony. Tony est un super bon photographe et il a fait beaucoup de pochettes de disques pour moi, de couvertures de magazines. Tony n'était pas comme un professionnel et puis il ne voulait pas vous transformer. Il ne se prenait pas au sérieux. J'ai une confiance totale en lui et qu'il ne fait rien paraître sans me soumettre les photos. C'est quelqu'un qui a un œil, qui a un regard, qui voit tout, mais avec de la bienveillance. Le succès de Tony n'a pas fait de lui un type prétentieux qui donne des ordres, etc., s'impose, pas du tout. Tout ça était très naturel parce que Toto a ce talent extraordinaire de vous prendre. On n'entend même pas le clic. Mon premier contact avec la photo, j'ai 14 ans à peu près, 14-15 ans. Et je suis en vacances en Normandie, comme tous les ans, je pars là-bas avec ma grand-mère. Et j'ai quelques potes dans un petit village qui sont plus âgés que moi, dont entre autres un type qui s'appelait Patrick Manchette, qui est donc devenu écrivain par la suite. C'est lui qui m'a branché dans la photo. Il m'a d'abord branché dans le jazz, et ensuite... les jours de pluie, il me faisait faire des photos et surtout du développement dans un garage, etc., qu'on avait aménagé en laboratoire. Et ça m'a passionné. Et donc de là, j'ai commencé à faire des photos pour m'amuser. On inventait des trucs, on se mettait dans le vide, en haut d'une falaise, c'était complètement idiot, stupide, parce qu'une pierre aurait pu se détacher, on aurait pu tomber. Et donc on faisait des photos d'en haut, comme si on se cassait la figure. Ne voulant pas prolonger des études qui ne m'amusaient pas vraiment, je tanne ma mère pour qu'elle m'inscrive dans une école de photo. J'ai fait une année et au bout de 3 mois, je commençais à faire des photos. Ça m'amusait d'aller assister à des premières de théâtre. C'est comme ça que j'ai croisé Gainsbourg une fois en 61-62 dans un club rue Sainte-Anne, où il venait, je crois, boire un pot, ou je sais pas, il y avait peut-être un cocktail, et je suis rentré là-dedans, j'ai fait 2-3 photos de lui, il était comme ça dans un coin. Un jour, quelqu'un m'avait donné cette combine de rentrer à l'Olympia en passant par les toits et par les toilettes. Je frappe à la porte de Armstrong, je baragouine, excuse me, sir, can I take a picture? Donc Armstrong m'a dit vas-y, il n'y a pas de problème. Je sais pas ce qui m'a pris, j'ai appelé le service photo de Paris Presse. À 10h30, 11h du soir, le type m'a dit bah, t'as qu'à passer, tu m'amènes tes films. Et le lendemain matin, sur la une photo grande comme ça, Armstrong, j'ouvre le journal, à l'intérieur d'une page entière avec 4-5 photos. J'ai dû être payé 800 francs, quoi. Enfin, c'était en 62. Parallèlement, je me branche complètement musique, rock'n'roll, parce que j'adore ça, que je vais au Golf d'Oro, parce que je sais que j'ai un ou deux potes du lycée qui m'avaient dit c'est là qu'il faut aller. Au golf, j'ai fait connaissance d'un groupe qui s'est appelé, c'était leur premier disque, Long Chris et les Dalton. Ça a été ma première pochette et leur première pochette de disque. Là, je dois avoir 17 ans. Ouais, 17. Tony Frank, c'est pas mon vrai nom. C'est parce qu'à l'époque du Golf d'Oro, on cherchait tous des noms qui fassent un peu américain. Mon vrai nom, c'est Jean-Henri Lollet. Je vais chez Hugues pour faire quelques photos parce qu'il prépare une exposition à Banyuls sur le peintre Mayol. Et puis une fois de plus, je vais faire quelques photos avec Hugues que j'adore parce que ça fait bientôt, quand je dis bientôt 50 ans, enfin on est resté jeune donc je peux dire 50 ans et demi même. Et c'est toujours un plaisir parce qu'on discute de choses et d'autres. Et là, comme je vois de la neige, ça me rappelle qu'à chaque fois qu'il y a de la neige dans Paris qui vient de tomber, la nuit surtout, il m'appelle le lendemain matin à la première heure pour que je vienne faire des photos
de lui parce qu'il adore faire des photos dans la neige parce qu'il n'y a pratiquement pas de couleurs. Et puis, ça nous permet de faire des pochettes de disques et autre chose pour les magazines. Ah. Salut, ça va? Ouais. Et toi? Tu t'es garé par là? Je me suis garé là. Ah d'accord, c'est bon. Allez, Bon, je vais voir la statue de Mayol alors. Bah. Je suis en train de faire un plein boulot, là, je suis en train de la faire. C'est une rencontre historique en ce qui me concerne. Je suis au 49 de la rue Sancier, juste en bas de l'église Saint-Médard, à Mouffetard. On sonne à la porte et un jeune homme se présente, charmant, mince, élégant, moderne. Il se présente comme journaliste, photographe, pour une revue qui s'appelait « Nous, les garçons et les filles », et qui était, si vous voulez, le pendant de gauche de « Salut les copains » qui était classé à droite. Les trains, c'était pour moi déjà le symbole du voyage. Je l'ai emmené donc à la gare de Lyon. Il a fait la photo, ça fait une double page dans « Nous, les garçons et les filles ». Et c'est sur cette double page que Jean-Marie Perrier m'a contacté pour savoir qui avait fait cette photo. Dans le groupe de presse va se créer un magazine parallèle, enfin une petite sœur de Salut les copains qui s'appelle Mademoiselle Acheton. Il n'y a pas assez de photographes. Et Jean-Marie parle de ça à Hugues. Alors je lui ai dit, c'est un garçon formidable qui a beaucoup de talent. Et il m'a dit, c'est bien, comme je cherche à avoir des collaborateurs, et il l'a engagé. Je me retrouve à Salut les copains. Un petit garçon est venu me voir tout à l'heure, avec des crayons et du papier. Il m'a dit, je veux dessiner un homme en couleur, dis-moi comment le colorier. Je voudrais qu'il soit pareil que moi quand je serai grand. Le talent de Tony, c'est de choisir des décors qui auraient pu être américains. Alors évidemment, la cabane en bois, là, c'est évidemment la cabane au Canada. Et bon, moi, je veux dire qu'avec Tony, on s'entendait parfaitement. Ça me fait plaisir que vous ayez mis cette photo parce que c'est assez curieux. Je vais vous dire où est prise cette photo. Elle est prise place de la Concorde, c'est-à-dire sur les quais. La main gauche. Ouais, main gauche, Tony sait que je fais de la sculpture et notamment j'ai fait un portrait de Bob Dylan qui a été produit par le musée Mayol. Et donc Tony m'a dit « J'aimerais faire une photo de toi en train de sculpter ». Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you... On décroche cette expo qui a duré 3 semaines, au moment de Paris Photo. Donc cette galerie m'a gentiment demandé d'exposer des photos à propos de musique rock'n'roll et surtout de rock anglo-saxon, donc 39 photos en tout. Donc on enlève Bob Dylan, 1963. Ça se passait chez Hugo Frey. Je lui explique qui il est parce que personne ne le connaissait. En 63, personne ne le connaissait. Donc Bob, qui est un garçon qui est très sensible aussi, comme moi, aux relations avec les gens, il a tout de suite eu beaucoup de sympathie pour ce jeune, qui d'ailleurs avait une espèce de faux semblant de Bob Dylan, parce qu'il avait ses cheveux comme ça, immenses. Il a tout de suite eu de la sympathie pour lui, et ça lui a permis de faire des photos. Les toutes premières photos de Bob Dylan en France, c'est Tony Frank. Et l'anecdote surtout, c'est que Dylan sort de l'avion avec sa guitare de Marc Martin et une trousse de toilette. Et ils vont à l'arrivée des bagages. Et ils restent comme ça en train d'attendre, de regarder les bagages. Et Dylan et Hugo Frey, le poète de Dylan. Pendant je ne sais pas combien de temps, et au bout d'un moment, Hugues, qui parle pas beaucoup anglais, il dit « Mais alors ?» comme ça. Et Dylan dit « Mais alors quoi ?» Hugues dit « Luggage, les bagages. » Et Dylan dit « Quel bagage? J'ai tout, là, la guitare et la trousse de toilette. » Il y a une photo d'ailleurs de Tony, boulevard Saint-Michel. Personne ne nous connaît et voilà, ça c'est une photo historique.
En quelque sorte, Tony va devenir le photographe français de Bob Dylan. Ça, c'est à Londres. Il dit qu'il est en tournée. Et puis en même temps, il en a profité pour tourner ce que maintenant on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un clip. J'étais là pour faire un reportage sur Dylan pour le magazine Salut les copains. Donc je faisais ce que je pouvais, ce qu'on m'autorisait à faire. Donc ils m'ont dit qu'ils allaient tourner ce clip. Je suis allé sur le tournage, mais j'étais tout seul, mais je n'étais pas du tout photographe de plateau. C'est drôle que je sois devant cette photo parce que je me demande depuis le début de l'expo où j'ai pu faire cette photo. Je sais que c'est à Paris et je reconnais le gars qui est derrière là, qui s'appelait Charlie, qui était le gars de la sécurité de l'Olympia à l'époque. En tous les cas, à l'extérieur, les gens ont l'air ravis parce qu'en plus, Chuck Berry, c'était vachement bien à l'époque. Je vous préviens, n'approchez pas, que vous soyez flic ou badaud, je tue celui. Moi, j'ai connu Tony, il était tout jeuneau. Moi aussi, d'ailleurs. À l'époque, le photographe phare de Salut les copains, c'était Jean-Marie Perrier. Et puis donc, on avait l'habitude de travailler ensemble. Et puis arrive un nouveau petit, qui est Tony Frank. Et Tony Frank a commencé à faire des photos de moi, de Claude François, de Sylvie Vartan. La première photo que j'ai faite pour Salut les copains, je me souviens de ça, c'est une photo de Johnny qui est encore à l'armée. Et je dois, à l'époque, il y avait un sujet qui s'appelait le match un tel contre un tel. On avait récupéré une photo d'Elvis Presley, extraite d'un film, où il est en pyjama bleu dans une chambre, en train de regarder la télé, je sais pas quoi. Et donc il a fallu que j'aille à Strasbourg prendre une chambre d'hôtel. Johnny vienne de sa caserne d'Allemagne, d'Offenbourg, que j'achète un pyjama bleu, je fasse mettre des draps jaunes dans le lit. Et mais en plus, à l'époque, c'était bricolage. Hein. J'allais tout seul, pas d'assistant, et j'allais faire moi-même le shopping, quoi. Il a été présent dans beaucoup de choses. Il a été présent de mon amitié également avec Paul McCartney. Il m'avait suivi à l'époque des Beatles, quand je connaissais les Beatles. Également avec Mick Jagger, parce que je crois qu'il avait même suivi Mick Jagger en tournée. Il a été important dans le parcours de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. J'ai vu Jimi Hendrix en même temps que Johnny à Londres. Et donc Johnny a demandé à Hendrix de jouer dans l'enregistrement de son album. Et ensuite, il est venu. Johnny lui a demandé de passer en première partie de lui à l'Olympia. Donc, j'en ai profité pour faire des photos qui, une fois de plus, et malheureusement, ont disparu. Alors que j'avais toutes les photos d'Hendrix un peu en coulisses. Et surtout, sur scène, en train de mettre le feu à sa guitare, à genoux devant la guitare et tout. Et ça fait partie de photos que je regrette de ne plus avoir. Il faut qu'il meure d'amour. J'ai dû passer, tout confondu, 35 ans ou 37 ans avec Johnny. Il y a une époque où c'était 24 heures sur 24. C'est lui qui a fait toutes les photos d'un bouquin qui était sorti à l'époque où j'avais traversé les États-Unis en moto, de Miami à Los Angeles. À vous autres, hommes faibles et merveilleux, qui mettez tant de grâce à vous retirer du jeu. Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie, cette main tendre et légère. On a tous... J'ai vraiment fait connaissance avec Tony à l'époque où j'ai rencontré Johnny. Et j'ai découvert, bien entendu, un formidable photographe, mais aussi, et avant tout, un homme tout à fait formidable. Se rêve en nous avec ses mots à lui.
quelque chose de Tennessee. Je rencontre Nathalie parce qu'à cette époque, pour l'agence Sigma, je fais des tournages de films, donc je vais une semaine ou 10 jours ou 15 jours sur des tournages. C'était pas le photographe du plateau, mais il est venu faire ponctuellement des photos pour Sigma sur le tournage de La Balance. Johnny me dit à ce moment-là qu'il doit apparaître dans une émission produite par les Carpentiers où il fait un duo avec Nathalie. Et j'apprends un jour qu'ils décident de vivre ensemble. Je vais de temps en temps les voir puisqu'ils habitent en banlieue assez éloignée de Paris. Et je vais chez Nathalie en Creuse, puisqu'elle a une maison là-bas. Et on se retrouve pour 2 années de suite passer Noël chez eux, avec elle, son père et Laura qui vient de naître. C'était une époque où on était surexposés. Moi, j'ai découvert cet univers où, bon, c'était pas du tout l'époque des paparazzis de maintenant et tout ça, mais enfin, c'était quand même un début. Il y avait déjà des paparazzis. Et une presse qui était parfois violente. Il était investi dans ce rôle de vouloir nous protéger. Il avait toujours peur de déranger. Il était toujours... c'est quelqu'un d'incroyablement discret, Tony. On donne des photos à des magazines qui leur évitent donc d'envoyer des paparazzis, les planquer, les avoir dès le petit déjeuner, planqués derrière des arbres, quoi. Johnny, de temps en temps, le menait on me faisait voir de toutes les couleurs, et puis à la fin, quand même, Tony arrivait à ce qu'il voulait. Oui, je laissais faire dans la mesure où c'est lui qui est derrière l'appareil, c'est lui qui voyait les choses, mais moi je dis toujours prépare une photo. Moi, quand je prépare un spectacle, je prépare l'entrée, je prépare la sortie, je prépare une photo. On ne va pas se mettre devant une caméra et puis faire n'importe quoi. Je dis, trouve une idée. Alors il cherchait des idées, et puis de temps en temps, je lui donnais une idée qui me disait oui, c'est pas mal. Toutes les personnes qui connaissaient Johnny et la Creuse, c'était tellement antinomique et tellement invraisemblable que tout le monde pensait qu'il allait y aller, parce qu'il était amoureux, qu'il allait rester 3 heures et qu'il allait repartir en courant. Or, il s'est passé le contraire. C'est vrai que c'est assez bucolique. On va dans les champs cueillir, ramasser des myrtilles, etc., etc. Enfin, on n'en revient pas, ni Johnny ni moi, de faire ça, mais on sait s'entraîner tellement c'est sympa. Il y avait un boucher qui était une espèce de star, qui était la star de la région, qui s'appelait Tony. Il nous emmène dans son arrière-boutique. Il avait un petit frigo comme ça, avec des verres. C'était rempli de verres où les gens avaient déjà bu. Hein. Et il nous mettait des ricards, pour ne pas nommer la marque, à peu près du même style que ce que buvait Gainsbourg. Au bout d'1 heure et demie, je ne les voyais pas, donc je téléphonais à Tony en disant « mais j'en ai marre, alors voilà, il faut... » Et donc voilà, il revenait souvent un peu borderline, disons. S'il fallait te raconter ma vie... C'était le premier Palais des Sports que j'avais fait. C'était l'époque où je chantais avec des fleurs. Bon, c'était les périodes hippies. Moi j'en ai connu des temps morts. Et malgré... Et ça, le spécialiste de Sergio Corbucci. Ça, c'était une photo qui a été prise à Rome. Oui, il était venu à Rome aussi, c'est vrai. Il y a longtemps, je ne me rappelle plus. D'après le pantalon, je me rends compte que c'était ma période anglaise. Il y a des années, on faisait des séances exprès pour les pochettes. Par exemple, il y a une photo de Johnny où il a un bandeau noir comme ça dans les... Je vois un portrait où il a une barbe. Et ben à l'époque, j'ai fait ce portrait, il a une jambe dans le plâtre. C'est-à-dire qu'il se déplaçait quand même avec la jambe dans le plâtre pour faire la séance pour la pochette, quoi. Ma période, je m'étais cassé le pied quand je revenais d'Afrique du Sud. D'après la photo, je pense que c'est une photo qu'il a dû prendre au Palais d'Hiver à Lyon. J'ai une bonne mémoire, quand même. Et alors, j'avais un plâtre au pied, j'étais tombé. Et pendant que je chantais, ils ont baissé la fosse d'orchestre. Donc moi, avec les lumières, je ne voyais pas. J'ai voulu sauter devant pour aller sur la scène pour l'avancer. Et finalement, je suis tombé dans un trou. C'était le trou de la fosse d'orchestre. Et je m'étais pété le pied. Et tous les jours, on me refaisait un plâtre. Et tous les jours, le plâtre se recassait sur scène. Alors donc, voilà, et ça a duré quand même, au lieu de durer 15 jours, ça a duré 4 mois, cette histoire. Je me balade, etc. Et d'un seul coup, je vois cette limousine avec la jambe de Johnny qui dépasse puisqu'il s'était allongé sur la banquette. Et je vois une botte, un pantalon de cuir,
qui dépasse et cette limousine qui, pour moi, c'est vraiment le symbolisme de la rockstar, quoi. Oui, alors ça, j'adore cette photo. C'était quand j'ai fait un clip au Nouveau-Mexique. J'aime bien parce qu'on ne me voit pas, on voit juste mes bottes et mon pantalon. On s'en est servi à maintes reprises parce que les gens ont compris que ça symbolisait beaucoup de Johnny, quoi. À l'époque où il y avait encore de la pellicule, des films, je me suis rendu compte que le premier film, il ne faudrait même pas le mettre dans l'appareil. Parce que les gens sont comme ça, coincés, contractés, et ça vient après. Et puis en plus, cette chose-là dure une demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépend des gens, mais je pense qu'en gros, au bout d'une heure, 1h15, il n'y a plus de magie. Pour autant, je me souviens, j'ai dû faire des photos avec elle pour... J'avais quitté Salut les copains à une époque pour aller travailler dans un magazine, être le photographe principal du magazine qui s'appelait Hit Magazine. Je crois que j'ai dû faire des photos avec elle à ce moment-là. Et surtout, je faisais beaucoup de photos avec Julien Clerc, énormément. Et elle était un peu dans la mouvance de Julien. J'ai dû faire des photos après pour l'agence de presse Sigma. Donc des photos avec Stephen Stills, peu de temps après son mariage. Et donc on est devenus potes assez vite et un peu comme tous les autres, si je puis dire. Je l'ai rencontré parce que je devais faire des photos au studio des Acacias. Et moi, j'étais terrorisée. Déjà, j'étais terrorisée de n'importe quelle photo qu'on pouvait faire de moi. Après, il s'est avéré qu'elle était ravie de faire des photos avec moi, parce que j'avais compris le coup de ne pas la mettre coincée dans de la lumière et d'essayer de trouver des endroits en extérieur avec une lumière un peu douce, etc. Tony, c'est beaucoup plus que ça pour moi. Voilà l'histoire d'un garçon qui vivait dans le trou de quartier. Il savait pour le bon que quelque chose allait lui arriver. Quelqu'un lui dit, hey, allons en vacances. Et il est parti sur l'autre continent. Celle-là, je pense que c'était la série de photos qu'on avait faite à Saint-Rémy, enfin dans le Luberon. Et je me suis dit, mais c'est pas bien ces poteaux. Et il me disait, mais si, justement, c'est bien. Et il y a eu un tollé général en disant, oui, c'est une très mauvaise pochette. Et moi, j'ai signé avec mon sang que c'était la plus belle pochette du monde. C'est dans mon bureau, quand j'habitais à Bel-Air. Et ça, c'était ma pièce perso, hein, où j'ai composé des tas de trucs. Lui, il savait prendre et il sait toujours d'ailleurs, prendre les moments vivants. J'ai toujours été anxieux avant de bosser parce que tu sais jamais si ça va se dérouler comme tu l'imagines. Parce que c'est vrai que tu réfléchis à ta photo avant, à ta mise en place, tu penses à un certain éclairage, et arriver sur le lieu, c'est pas du tout comme ça pour des raisons X ou Y. Il écrase sa cigarette, puis repousse le cendrier, se dirige vers les toilettes, la démarche mal assurée. Il revient régler ses bières, le sandwich et son café. Il ne rentre pas. Il a été introduit par Jean-Marie. Donc, comme Jean-Marie était très star à l'époque, on lui faisait confiance, bien sûr. Et puis, il a prouvé, Tony, qu'il pouvait également devenir aussi star que l'autre. Aujourd'hui, on est dans une salle de billard pour faire une prise de vue avec Eddie Mitchell et Pio Marmaille, qui seront dans un film à la fin de l'année. Et donc, en gros, c'est une photo de passation de pouvoir entre l'ancien et le jeune, quoi. Donc, la meilleure des choses, c'était de les faire en train de faire une partie de poker dans une salle de jeu à Clichy.
J'ai hésité entre le poker et le billard. Finalement, je trouve que le poker s'y prête mieux parce que c'est un peu plus l'ambiance Eddie Mitchell. Non, mais ils seront jamais comme ça. Oh putain, c'est fou. T'as trop serré à la clé à tube. Ça remonte à 64-65, quelque chose comme ça, puisqu'une de ses premières pochettes, c'était avec moi pour un album qui s'appelait Du rock'n'roll au rhythm and blues. C'était une idée à lui, en fait. On avait cloué sur le mur de sa maison, le mur externe, des pistolets de genre western, quoi. Et en fait, il y avait le titre des chansons à la place du nom des pistolets. Écoute, je me souviens que les premières pochettes que j'ai faites d'albums, chez Barclay, pour ne pas les nommer, j'étais payé 200 francs. Ça m'avait toujours surpris, il m'a envoyé la pochette comme justificatif, mais sans le disque dedans. La pochette vide. Donc, toi, tu es là, il est là, et c'est comme ça, lui montre les 4 as, et toi, tu as un full. Il te reste un jeton, et il ramasse tout. Je sais pas, tu veux gagner? Genre, on plume les jeunes. Ma femme avait décidé qu'on irait vivre quelque temps dans le Montana. Bon, moi, ça me séduisait assez, parce que c'est mon truc. Sauf qu'elle disait, oui, mais il faut le faire pionnier, il faut le faire... Et on était dans un truc absolument sordide. Et Tony venait nous rejoindre pour faire des photos. Et nous, on ne pouvait pas partir de l'endroit, car les voitures étaient interdites. C'était le réveil à 5h30 du matin, n'importe quoi, pour vivre comme les pionniers. Et donc, on cherchait à s'enfuir, quoi. On avait profité de la présence de Tony pour dire, écoutez, on est désolé, obligé de s'en aller. Et on s'est fait embarquer par le camion qui chargeait le foin pour les chevaux. Et on a fait 70 bornes là-dedans. Sortez donc. Très bien. Hein? Qu'est-ce qui se passe derrière? Ah, je t'ai laissé un petit jeton pour la route, quoi. Ça doit aller, j'en fais juste 2-3 si vous voulez, mais... Ok. Allez. Yo. Ok, merci. La séance de photo avec Serge Gainsbourg et les Canins, c'était drôle comme tout, parce qu'ils m'ont dit de passer au studio d'enregistrement qui était à la Plaine Saint-Denis à l'époque, et j'arrive à 11h du matin. Quand j'ai demandé à Eddie de faire une légende pour les photos, il dit « T'as qu'à juste écrire que Serge avait amené sa boisson et moi j'avais amené mon malt, et ça c'est vrai, et en 3 quarts d'heure c'était plié. » Vieux chameau. Ah bon, mais pardon, moi, tu vois. Il me semblait qu'il était toujours là avec Serge et moi. Évidemment Melody Nelson, mais avant même, à Oxford, quand j'étais à Oxford pour faire un film lamentable, Serge est venu, et papa aussi, et Tony aussi. Si tu veux, quand j'ai mis le balcard de ce côté-là, je pensais que la porte allait faire plus réflecteur et dégager un peu plus l'ombre. Mais heureusement, toi, tu l'as rattrapé, non? Oui, oui. Alors pour celle-ci, le fait qu'ils s'embrassent, je l'ai tiré beaucoup plus douce. Plus douce, oui, mais t'as bien fait. T'as bien fait. C'est très bien. Alors ça, c'est en Normandie, un week-end chez Régine, qui avait un presbytère, et qui les avait invités. Donc ils m'ont dit, viens passer le week-end avec nous. Donc je me souviens surtout, ils venaient de se rencontrer quasiment. Je me souviens surtout qu'on a bu beaucoup de Calvin. Elle était d'une générosité folle,
parce qu'elle nous invitait pour le week-end, pour tout, Régine. Elle était délicieuse. T'en fous. Evelyne, je t'en prie. Evelyne, dis pas ça. Evelyne, tu m'as aimé, crois-moi. La première séance de photos que j'ai faite avec Serge, c'est ici, devant ce mur avec des caillebotis, qui est tombé une séance de photos qui devait servir pour une pochette de disque. Ça s'était tellement bien passé que au lieu d'une pochette de 33 tours, on en a fait 4. Et voilà, je sais que Serge adorait ces photos. Dans tout ça, il y a une photo qui est restée, qui est devenue sa photo favorite. Et voilà, j'ai mis longtemps à revenir ici. On m'avait proposé de venir et j'avais pas le courage. Ça me trop de souvenirs. Voilà. C'était la photo préférée de Serge de moi. Parce que quand il tire son taf, son sourcil monte. J'ai trouvé ça d'être sexy alors. Je pense que c'était l'époque le plus photogénique de Serge, le plus beau. Et c'était une série, ils étaient tous divines. Il y avait 4 ou 5, et tous les 4 ou 5 ou 6 étaient une couverture d'album. C'est exactement ici que j'ai fait la prise de vue de l'intérieur d'album de Melody Nelson, avec Serge, bien sûr. Et j'ai dû faire 2-3 films ce jour-là, 4 planches contact, une centaine de photos. Et sur toutes ces photos, il y a des attitudes différentes, parce que j'ai essayé de le faire rire, de détendre, de dire des bêtises. Alors il était avec sa cigarette, comme ça. Bon. Et sur toutes ces photos, il y a une seule photo où il est comme ça, de profil, la tête un peu baissée. Et il a choisi cette photo pour l'intérieur de Melody Nelson. Ça, c'est l'histoire de Melody Nelson. Qu'à part moi-même, personne. Il jouait le jeu avec nous. Je pense qu'il avait une grande affection pour Serge. Et donc, quand il fallait faire la couverture pour Melody Nelson, ça s'imposait que ça soit lui. Comme je savais que Jane sera en jean, comme d'hab, je me suis dit peut-être qu'un fond bleu ciel, c'est pas mal. Donc, je fais installer le fond, j'installe la lumière, et Jane est dans la loge de maquillage et on attend Serge. Donc, le personnage, elle est censée avoir des cheveux rouges, il était parti chercher cette perruque. Comme il voyait que Jane n'était pas en pleine forme, il ouvre sa mallette et il sort la perruque et il se la met sur la tête. Serge, très inquiet. Il est inquiet de son œuvre. Moi, j'étais 4 mois ou 5 mois enceinte de Charlotte, donc il fallait couvrir Charlotte avec le singe. Monkey, elle était avec moi toute ma vie. Depuis l'âge de 4 ans, mon oncle a gagné dans un pub et je voulais aucune autre poupée. Monkey est définitivement avec Serge. Hélène Pharaon. J'avais perdu ma taille, il fallait descendre les pantalons. Et puis normalement, je suis censée d'avoir 14 ans quand même. Serge sait comment doit être Melody Nelson. Moi, je ne connais pas le personnage. Il dirige Jane. Moi, j'ai fait la lumière, j'ai fait le choix du fond. Et je suis dans le cadre. Et Serge est perpétuellement à côté de moi. Et il dit non, pas comme ça, etc. Et moi, je dirige juste Jane pour savoir la hauteur de son visage. Parce que je sais que Serge veut qu'elle soit un peu la tête baissée, le regard levé, puisque dans l'histoire, Melody Nelson se fait renverser en bicyclette. C'est une petite gamine. La façon de regarder innocente,
le côté victime. Mélodie. Tout ça, c'était très, très mis en scène par Serge. Il fallait avoir complice Tony. Tony qui était une partie de notre vie. Donc avec lui, il avait des complicités, jamais d'angoisse. Si on décidait de faire des photos, je paniquais avec d'autres personnes. Avec lui, j'étais sauf. Et il y avait l'impression qu'il y avait une confiance totale, il ne nous trahirait jamais. On pourrait toujours regarder les photos. C'était un copain. Je venais d'avoir Charlotte et nous, on était trop fiers. Donc, on a fait avec Tony pour limiter les dégâts. On ne voulait pas avoir 70 journalistes avec le nez dans le couffin. Il est tellement content d'avoir... Il a un regard attendrissant devant ce petit bébé, quoi. Il était touchant. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité à montrer ces photos, parce qu'on a toujours l'impression que Serge Gainsbourg est un type sinistre, vivant dans du noir, picolant tout le temps, alors qu'en plus, il adorait rigoler, faire des blagues, etc., etc., quoi. Serge a dit... mais alors, où est Tony? On ne le voit plus et tout ça. Et Bambou lui aurait dit, il est parti en tournée avec Johnny, donc on n'est pas prêt de le retrouver. Et de le revoir, en tous les cas. Et moi, ça me manque beaucoup parce que j'ai toujours j'ai encore maintenant une énorme tendresse pour Serge. Parce que d'abord, je passais beaucoup de bons moments avec lui. Il m'a amené sur beaucoup de culture au point de vue peinture, à propos de peintres flamands, ce qui m'a inspiré sur des éclairages, etc., etc. Je vais à Londres, je pense, faire un sujet, une fois de plus, nous achetant, je sais pas quoi, et je fais 2-3 photos de Jane avec Serge, justement, ce fameux truc de tous les deux habillés en mariés. Ça doit être pour le magazine, parce que j'aurais jamais choisi cette robe. Jane me dit à chaque fois qu'elle voit cette photo, qu'est-ce qu'on foutait habillés en mariés? J'ai aucun souvenir, alors elle ne sait pas du tout. Et ça m'est revenu, en fait, il y a 1 an ou 2, quand j'ai retrouvé les photos de Dany avec Polnareff, que ça faisait partie d'un sujet, et non pas Gainsbourg et Jane, comme ça, posant en mariés. Il y a eu une soirée où je crois que tout le monde venait chanter avec Enrico, dont Dany, qui m'a demandé de faire des photos d'elle pour la promo de ce disque, je crois. Oh là là, ça fait une paye que je n'ai pas vue. Je suis content de venir à l'Olympia te voir quand même. Ah ben ça me fait plaisir, tu vois. En plus, je t'ai même pas vu au PSG depuis un moment, non? Ben si, je suis allé, mais tu me voyais pas. Mais non, je suis en face. En tous les cas, je suis content de te voir. Moi aussi. Beaucoup de photos que j'ai fait pour Salut les copains, c'était avec Tony, avec Jean-Marie Perrier. Il y avait aussi André Berg, parce qu'il y avait Mademoiselle Ashtendre à l'époque et tout ça et tout. Tony, c'est quelqu'un de très doux, très rentré, comme ça, très délicat, qui inspire la confiance et qui est qui a beaucoup d'humour et qui a un regard avec de la dérision aussi. Il y avait une séquence à faire, enfin, un sujet qui s'appelait, je ne sais plus si ça s'appelait Marion Lay. Avec qui vous pensez qu'il serait marié, donc moi je suis tombée avec Polnareff. Et ça a été très drôle. Et toujours Tony qui dit, il te dit, tu pourrais pas juste te pousser à gauche ou ce serait bien si peut-être... il est très timide et très... donc ça met en confiance. Il fait partie de ma vie depuis très très longtemps, depuis toujours presque. Je l'ai rencontré la première fois parce que j'ai fait le premier sujet
pour ce magazine Salut les copains. Et effectivement, il habitait dans une petite chambrette et tout, pas de fric, quoi. Et il chantait à la butte Montmartre sur les marches du Sacré-Cœur. Cette fois, j'ai envie d'autre chose. I love you because tu es la seule qui n'aime pas les roses. I love you because tu es la seule. Michel décide de faire une photo peut-être un peu efféminée, mais où on ne savait pas trop efféminée ou pas, mais en réponse à la rumeur des gens qui, effectivement, le traitaient de pédé. Il avait décidé qu'on échancrerait l'arrière du pantalon jusqu'à la naissance de l'arrêt des fesses et de poser un peu de dos à l'appareil. Je lui montre les films. Il me dit oh, c'est très bien, c'est très bien. Bon. Ah oui, c'est bien. Et puis le gars qui était avec moi lui dit Tony, n'ose pas vous le dire, mais on pense que je vais aller plus loin. Il dit mais comment ça plus loin? Ben, enlevez le pantalon. Alors il nous regarde tous les deux, et puis il se lève de table, il s'en va. Le lendemain, il m'a téléphoné, ou chez moi, ou au journal, en me disant on recommence quand? D'un seul coup, je me retrouve convoqué à la brigade des mœurs, en face d'un flic avec une machine à écrire. Outrage aux mœurs. Je me dis, ah bon, mais non, pas du tout. Nous, on a fait ça pour remuer un peu le truc, en prévision du spectacle de Michel Polnareff. Condamné pour condamner, on a refait une photo, nue, et avec le chapeau, le fameux chapeau de mariée sur la tête. Je serai pendu demain matin, ça fera 4 lignes. Il y a un arrêté préfectoral qui est arrivé en disant qu'on n'avait pas le droit de poser le 4e morceau de l'affiche, puisqu'il y avait les affiches 4 morceaux. Et je crois que le lendemain, le 2e ou le 3e jour, il y avait 3 morceaux de l'affiche et il n'y avait pas le morceau des fesses. De ce château, dans le château de la... Je suis content que les gens reconnaissent mon travail en me proposant des expositions. Ça me permet d'ailleurs du coup de faire des recherches sur des photos qui sont restées un petit peu enterrées dans les planches contact, etc. Et de ressortir des choses pas utilisées, parce que souvent il y a des photos qui ont quand même un certain cachet qu'on n'utilisait pas parce qu'elles étaient peut-être moins commerciales. Je suis venu aujourd'hui au labo chez Centrale Dupont pour récupérer des tirages, donc des tirages de Claude François qui vont dans une vente à Drouot pour le mois d'avril-mai, je crois. Donc je récupère ces photos que je dois signer et numéroter. Et ensuite, j'ai des tirages plus grand format pour une expo au Bouddha Bar. Voilà, pareil, que je dois signer et numéroter. Serge Gainsbourg. Et voilà le travail, comme dirait Serge. Mais il me manque une Otis Redding. Ah non, elle est là, elle est là. Ça, c'est Bob Dylan dans une voiture, en train de partir de l'hôtel Georges V, quelques années plus tard, quand il est venu chanter à l'Olympia pour la première fois. Donc, première fois en France. Malheureusement, j'ai pas la date.
Normalement, on l'a vu dans une autre expo qu'on voit de temps en temps, c'est une photo sur laquelle Ike fait un doigt comme ça. Je suis désolé de faire le geste, mais c'est comme ça. Et à un moment, il fait bien sûr comme ça, et pour bien me faire sentir que c'était fini, il me fait comme ça. Non, parce que je lui dis, mais faites comme si, il me dit carrément, fuck. Et là, comme dans ce lieu, ils ont refusé de servir de cette photo-là. Il a fallu que je trouve un truc un peu plus calme. Donc j'ai retrouvé dans mes archives une photo où il fait le point du Black Panther, la même chose que sur son t-shirt, en fait. C'est vrai que je suis content d'avoir croisé ces humoristes. À la demande d'un copain que j'avais pas vu depuis un moment, qui est leur producteur. J'étais agréablement surpris, c'est-à-dire que je les ai retrouvés en tournée. J'avais demandé à aller un premier soir pour repérer comment ils se déplaçaient sur la scène, etc., pour savoir à quel endroit je devais aller. Et le lendemain, dans la ville suivante, au moment où je commence à faire des photos, je revois le même spectacle qui redisent à peu près les mêmes choses. Mais comme en plus, ils jouent avec le public, c'est vrai que c'est un peu différent à chaque fois. Mais j'étais encore à nouveau mort de rire, c'est-à-dire que j'ai eu un mal fou à faire des photos. Christophe, il n'y a rien pour accrocher la veste? Heureusement, j'ai, à ma demande et puis à la demande du producteur, j'ai pu faire une petite séance de photos pendant un quart d'heure, 20 minutes, l'après-midi, en répétition pendant le réglage des lumières. J'aimerais bien avoir un petit contre comme ça, si tu peux. Je vais sûrement me mettre ici pour faire un plan large, sans déranger les spectateurs, quoi. Ruiné dans l'affaire des emprunts russes et sa femme, Charlotte de Grandfouille. Tradition du vaudeville oblige. Je me demande si je peux demander si on peut mettre deux flight cases sur la scène. Et peut-être une autre photo, je vais faire un des fauteuils. C'est pas suffisant. Hein? Non, je cherche toujours sur les photos. Vous êtes sympas, les mecs. Parce que vous ne me connaissez pas, et puis finalement... Un grand photographe. Non, non. Merci. Une dernière photo dans un de tes fauteuils. Ok, les gars, merci beaucoup. Merci tout le monde pour cette dernière date. Ah non, c'est pas la dernière date. 400 personnes à faire de la baie. Je rentre un peu fatigué comme à chaque rentrée de reportage. En tournée, on ne dort pas beaucoup. Mais là, ça va, quoi. Content. En réalité, je pense que c'est un homme d'une grande fragilité, qui a besoin d'être aimé et qui se mettra entre parenthèses, et ça sera au détriment de son talent, tout simplement, pour pas déranger. Ce qui me restera à moi, c'est des rencontres avec des gens connus qui sont devenus des amis, et puis des rencontres avec des gens inconnus aussi. J'étais contente qu'il faisait partie de Oxford, contente qu'il a vu ma maison à Chelsea, contente qu'il a connu mes parents et a vu le début de Charlotte. Je l'embrasse. Bah, c'est un ami, c'est un garçon que j'aime beaucoup. Johnny, je pense qu'il aurait pu être effectivement mon grand frère pour un tas de raisons, parce qu'on s'entend bien et qu'il me taquine comme il taquinerait un type qui a 3-4 ans de moins que lui, quoi. Si on veut l'emmerder, c'est facile. Hein. Il se lève le matin, il est de bonne humeur, et vous lui dites, tiens, t'as pas bonne mine. Et ça, sa journée est foutue. Eddie n'a pas tort. Tony est quelqu'un, quand on lui dit le matin, comment ça va, il me fait, oh, ça pourrait aller mieux. Hein. Oh, ouais. Quand on a rendez-vous, il me dit, ah, mais qu'est-ce que t'as, là? Je dis, je sais pas, j'ai rien. Il me dit, si, t'es sûr, t'as pas un petit truc, t'as un truc rouge, là?
Alors je lui dis, au début, je disais, ah bon, merde, je courais vite, regarder dans un miroir en me disant, qu'est-ce qui m'arrive? Ça y est, j'ai une tumeur qui arrive, ou je sais pas quoi. Et en fait, maintenant, je plonge plus. Mais il tente le coup quand même. C'est comme quand il va acheter des vêtements, quand il va acheter une chemise ou un t-shirt. Ça me rend fou, moi, ça. Je vais dans un magasin, il passe 2 heures à toucher le tissu en disant, ça, c'est, oui, alors, il touche, je dis, mais si le t-shirt te plaît, achète-le. Il dit, oui, mais attends, je regarde quand même la qualité, parce que je compare avec un autre t-shirt à côté. J'ai dit, bon, un t-shirt ne mérite pas quand même autant de précautions. C'est quand même, il faut bien le dire, un des plus grands photographes français. You know, she comes around just about 5 feet 4 from her head to the ground. You know, she comes around here. Je regrette peut-être de ne pas avoir fait ce qu'on disait à un moment, c'est-à-dire d'avoir peut-être pas suffisamment fait de photos des à côté, des scènes de rue, des choses comme ça, mais bon, dans la vie, je crois qu'il ne faut rien regretter. Et puis, si c'était à refaire, ne changeons rien, quoi. J'ai beaucoup de tendresse pour te dire. Merci. She comes around here just about midnight.